Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. On commence tout de suite par les titres. Des milliers de Britanniques et de touristes se sont donné rendez-vous ce lundi à Londres pour vivre de près les funérailles de la reine Elisabeth II, décédée le 8 septembre dernier. Le monarque a dirigé la Grande-Bretagne pendant plus de 70 ans. À New York, c'est demain que commencent véritablement les travaux de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies avec des adresses de nombreux leaders. La guerre en Ukraine, l'inflation générale et les pénuries alimentaires font partie des sujets à l'ordre du jour. Et nous parlerons cinéma dans cette édition. Dans le ciel béninois comme sur les écrans d'Hollywood, les Amazones sont érigées en modèles. Nous le verrons au Bénin où le film The Woman King a été projeté en avant-première samedi dans une salle de Cotonou. Et on va tout de suite à Londres après 10 jours de deuil national marqué par une immense vague d'émotions collectives. Le cercueil de la reine Elisabeth II est descendu lundi après-midi dans le caveau royal de la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, dernière étape publique de ses funérailles historiques. Avant d'être descendu et que ne résonne l'hymne national, le lourd cercueil de chêne et de plomb a été délesté des joyaux qui l'ornaient depuis le décès de la souveraine le 8 septembre, notamment la couronne impériale. Le roi Charles III y a déposé un étendard aux couleurs des Grenadier Guards dont la reine était le colonel en chef. La cérémonie religieuse à l'abbaye de Westminster a réuni d'importantes personnalités et leaders du monde. Notons aussi que de nombreux Britanniques et touristes ont tenu à vivre par eux-mêmes ce morceau d'histoire, témoigner leur dernière affection et dire au revoir à la reine Elisabeth II. Et pour développer cette actualité, retrouvons tout de suite Philippe Crowther de la Société de Presse. Vous êtes à Londres. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors, quels ont été pour vous les moments les plus marquants de cette journée? Alors vous voyez derrière moi le château de Windsor. On est à environ 1 heure du centre de Londres. C'est là où a lieu peut-être l'image la plus impressionnante de la journée, peut-être la plus marquante, la descente du cercueil de la reine Elisabeth II dans la voûte royale. C'était dans la chapelle, comme vous l'avez dit, la chapelle Saint-Georges à l'intérieur du château. Mais on a vu aujourd'hui une journée remplie d'images spectaculaires et impressionnante. Et on peut la dérouler de manière chronologique en commençant avec Westminster Hall, avec la sortie du cercueil de l'endroit où il y avait cette chapelle ardente de la reine, pour la reine pendant 4 jours entiers, où on a vu des dizaines de milliers au moins, des dizaines de milliers de personnes passer voir le cercueil de la reine pour rendre hommage. Le cercueil a été sorti de la Westminster Hall vers l'abbaye de Westminster pour le service religieux avec tous ces chefs d'État, avec tous ces membres des familles royales, tous ensemble dans le même endroit. Et ensuite, on a vu plusieurs cortèges du cercueil de la reine avec chaque fois le roi Charles III derrière, voilà, en train de marcher dans le centre de Londres. Une image très impressionnante et très importante pour les Britanniques qui ont vu maintenant pendant 11 jours pour les premières fois leur nouveau roi et qui ont pu dire au revoir aujourd'hui une dernière fois à leur reine qui a été monarque pendant 70 ans. Voilà. Merci Philippe Crowther. Vous êtes à Londres. Merci donc pour ce développement et on vous retrouvera à d'autres occasions. Au Niger, plusieurs centaines de personnes ont manifesté pacifiquement hier dimanche dans les rues de Niamey. Elles ont protesté contre la force anti-djihadiste française Barkhane tout en encensant la Russie et contre le coût élevé de la vie. Yacouba Ouedraogo. Klaxons de motocyclettes mélangés aux cris de slogans hostiles à la France et à Barkhane, mais favorables à la Russie dont les drapeaux sont brandis. La petite France, allez-y chez vous, nous ne voulons plus de vous. Appelés dans les rues de Niamey par le mouvement M62,
Les manifestants ont sillonné quelques rues de la capitale avec à leur tête leur responsable vêtu d'un t-shirt à l'effigie de l'ex-président révolutionnaire du Burkina Faso, Thomas Sankara. Ils demandent le départ de la France et de sa force anti-djihadiste Barkhane du territoire nigérien. Les slogans anti-français parce que nous exigeons le départ immédiat de la force Barkhane au Niger qui aliène notre souveraineté, qui est en train de déstabiliser le Sahel. La France aujourd'hui empêche toute possibilité de collaboration et de coopération basée sur la confiance entre notre pays et le Mali pour endiguer le terrorisme. Cette manifestation autorisée par les autorités municipales de Niamey s'est achevée par un meeting devant le siège de l'Assemblée nationale. Même si certains des manifestants arboraient des drapeaux russes, appelant à l'aide de la Russie dans la lutte contre le terrorisme, pour les initiateurs de la marche, les Nigériens doivent assurer leur propre sécurité. Nous, au niveau du mois M62, nous estimons que nos pays sont capables et ont les moyens d'assurer leur sécurité sans faire recours à quelque force que ce soit, y compris la Russie. Aujourd'hui, on a décidé de sortir pour dire non, pour que le monde entier sache que vraiment nous ne sommes pas derrière la petite France. Nous ne voulons pas de la France. Nos militaires nous suffisent. Quelques 3000 militaires français sont déployés dans le Sahel et notamment au Niger, un des principaux alliés de Paris après leur retrait du Mali. En avril, les députés nigériens ont voté une loi autorisant le déploiement de forces étrangères sur le territoire pour combattre les djihadistes. Cette manifestation de dimanche visait aussi à protester contre le coût de la vie au Niger, où une récente hausse du prix du gasoil a eu des répercussions sur les prix de certaines denrées. Au Tchad, démission du ministre des Affaires étrangères, Cherif Mahamad Zen, a annoncé sa démission dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux et adressée à Mahamad Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition. Il invoque notamment des interférences dans la conduite de ses activités. Depuis quelques mois, mon engagement et ma volonté de servir mon pays se trouvent contrariés par des initiatives et actions parallèles de certains membres de votre cabinet et du gouvernement, entreprises à mon insu, dit-il, devant une situation aussi malsaine que confuse et inacceptable et me réduisant à un simple figurant. Il me paraît ni opportun ni responsable de continuer à occuper mon poste, ajoute-t-il dans la lettre. Diplomate de carrière, M. Zen a été très actif lors des préparatifs du dialogue national et des assises de Doha au Qatar. Pendant ce temps, au Sénégal, Amadou Ba a été nommé Premier ministre samedi par le président Macky Sall. Ce poste avait été supprimé en 2019 puis rétabli en décembre 2021. Confronté à la hausse des prix, le nouveau chef de gouvernement, ancien ministre des Finances de 2013 à 2019 et des Affaires étrangères entre 2019 et 2020, aura pour mission de mener de larges concertations et de prendre de nouvelles mesures sur le plan social, a dit vendredi soir Macky Sall dans une adresse à la nation diffusée sur la télévision nationale. Ces priorités ont été rappelées par le nouveau Premier ministre dans sa première allocution après la lecture du décret par le secrétaire général de la présidence. Suivant. Le président de la République, M. Macky Sall, m'a appelé ce matin et a décidé de me nommer Premier ministre. Je devrais être à ses côtés pour l'aider dans la mise en œuvre de sa vision déclinée à travers le plan Sénégal émergent. Je voudrais donc, avant de revenir sur les priorités, rendre grâce à Dieu et prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Remercier Monsieur le Président de la République pour cette confiance renouvelée. Combien gagne un député national en RDC? Cette question a agité ces derniers jours la classe politique congolaise. C'est le principal opposant Martin Fayoulou qui a jeté un pavé dans la mare il y a quelques jours.
jugeant inadmissible dans un pays où 70% de la population vit avec 2 $ par jour qu'un député touche 15 fois plus qu'un professeur d'université, 30 fois plus qu'un médecin et 200 fois plus qu'un huissier de la fonction publique, s'était-il alors indigné? Dans une interview accordée à Marius Muhunga dans les studios de VO Afrique, Martin Fayulu revient également sur la guerre dans l'Est de la RDC et les prochaines élections dans son pays auquel il est candidat. Suivant. Je suis venu pour dire aux Congolaises, aux Congolais qui habitent les États-Unis et dire aux Américains, aux autorités américaines, aux institutions américaines de faire attention et de faire en sorte que les élections de 2023 soient des élections crédibles et impartiales. Aux dernières élections, l'opposition s'est réunie pour présenter le candidat unique que vous êtes, que vous étiez. Et aujourd'hui, vous avez été choisi par votre parti pour le représenter aux prochaines élections. Est-ce que vous allez y aller en cavalier solitaire ou vous comptez faire des alliances ou peut-être aussi proposer un candidat commun de l'opposition? Tout dépend de comment les choses vont se passer. Et vous savez qu'au Congo, les alliances se font et se défont. Et nulle part au monde aussi, un candidat président de la République va seul. Et il a besoin des autres. Comme on dit, l'union fait la force. Mais dans un premier temps, il faut que chaque candidat, chaque parti démontre de quoi il est capable. Ça veut dire qu'on peut vous voir en alliance peut-être avec le parti de Joseph Kabila ou encore de Moïse Katumbi, par exemple? Nous disons tout parti ou toute personne qui regarde dans la même vision, qui a la même vision que nous, qui regarde dans la même direction que les idées. Et ceux qui sont avec nous, donc on ne s'associe pas avec n'importe qui, on s'associe avec des gens qui parlent le même langage, qui ont les mêmes objectifs pour le pays. Nous ne pouvons pas dire parce qu'on nous met les bâtons dans les roues, parce qu'il y a des gens qui font tout pour tricher aux prochaines élections et que nous allons démissionner et nous allons dire qu'on ne va pas aux élections. Les boycotts n'est pas dans notre vocabulaire. Alors, M. Fayulu, que pensez-vous de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est qui sera bientôt déployée en République démocratique du Congo pour essayer d'accompagner les FARDC pour la lutte contre l'insécurité à l'Est du pays? C'est un complot contre les Congos. Comment ça? C'est un projet que les gens ont conçu dans cet élan de balkaniser les Congos et ils essayent. Ils font par essai et erreur. C'est une façon douce d'introduire les militaires, les policiers rwandais, les éléments rwandais dans le pays et qui vont être là et pour balkaniser sérieusement et facilement les Congos. Nous ne sommes pas un pays à vocation Afrique de l'Est, nous sommes de l'Afrique centrale. Un pays sérieux ne sous-traite pas sa sécurité. Le secrétaire général des Nations Unies assure que les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali ne sont pas des mercenaires. Antonio Guterres l'a affirmé lors d'une interview à nos confrères de RFI et de France 24. Interview réalisée avant le début de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, où une rencontre entre Antonio Guterres et une délégation du Mali est également prévue. L'arrestation de ces soldats ivoiriens le 10 juillet à Bamako et leur inculpation mi-août pour tentative d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État a tourné à la crise diplomatique entre les deux pays voisins. Début septembre, au nom de ce qu'elle qualifie de geste humanitaire, la junte malienne a libéré 3 femmes sur les 49 militaires interpellés. On va rester à New York où se tient donc l'Assemblée générale des Nations Unies. Dili Diko est avec nous en direct. Dili Diko, bonsoir. Bonsoir John. Alors, ravi de vous voir. Si l'on s'en tient au programme de cette Assemblée générale, c'est véritablement demain que les choses commencent, Dili.
Effectivement, John, c'est demain, mardi, que les débats commencent à l'Assemblée générale des Nations Unies. Plusieurs chefs d'État vont prendre la parole et au programme, demain, l'intervention de Joe Biden. On attend Joe Biden qui va sûrement évoquer la pandémie de Covid qui, selon ses propos récents, semble toucher à sa fin, mais aussi le climat et le multilatéralisme. Et on verra comment les États-Unis s'inscrivent dans le cadre multilatéral. Un autre sujet sur lequel Joe Biden est très attendu, c'est le conflit entre l'Ukraine et la Russie. On verra si le président va en parler directement. Et du côté africain, Félix Tshisekedi doit prendre la parole demain dans l'après-midi. Et ensuite, en fin de journée, ce sera au tour d'Archange Touadéra de prendre la parole pour représenter la République centrafricaine. Et donc, en attendant en fait, le lancement officiel de cette 77e session des Nations Unies au thème de la solidarité, du développement durable et des sciences. Je vous propose de regarder cette vidéo explicative dans laquelle on peut découvrir, on peut avoir des précisions sur le rôle de ces assemblées générales, leur fonctionnement. Et donc je vous propose de suivre cette vidéo. Chaque année, le 3e mardi du mois de septembre, l'attention du monde se tourne vers New York alors que les dirigeants mondiaux se rendent au siège de l'ONU pour le débat annuel de l'Assemblée générale. Cette semaine est l'opportunité pour les pays puissants et moins puissants, grands et petits, de se tenir sur la scène mondiale et de parler des problèmes qui importent à leur gouvernement et à leur peuple. Ils abordent des sujets comme le changement climatique, le développement durable, le Covid ou les conflits dans leur région. C'est aussi l'occasion pour les dirigeants de se rencontrer de manière formelle et informelle à New York. L'Assemblée générale, c'est un peu comme le Parlement du monde. Chacun des 193 membres de l'ONU étant représenté par une voix. Le président de l'Assemblée change chaque année et il est élu par les membres de l'AGNU. L'Assemblée débat des problèmes soulevés, fait des recommandations au Conseil de sécurité, l'organe le plus puissant de l'ONU, et élit les membres non permanents du Conseil de sécurité. Elle a également le pouvoir de censurer les États qui violent les principes de la Charte des Nations Unies, comme en 1974, lorsqu'elle a suspendu l'Afrique du Sud en raison de l'apartheid. Ou encore en 2012, lorsque l'AGNU a dénoncé la Syrie pour les violations des droits de l'homme commises depuis le début de la guerre civile. Elle est aussi à l'origine des objectifs du millénaire pour le développement, remplacés plus tard par les objectifs de développement durable ODD. L'une des raisons pour lesquelles l'AGNU attire autant l'attention chaque septembre est qu'elle mobilise les présidents, les premiers ministres et d'autres dirigeants mondiaux qui ont la possibilité de prononcer un discours. Normalement, les dirigeants parlent pendant environ 15 minutes, mais il y a eu quelques exceptions notables comme le record de Fidel Castro de 269 minutes en 1960. Enfin, alors que les dirigeants mondiaux s'expriment à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, de nombreuses réunions et rencontres diplomatiques se tiennent en marge de l'événement principal. Dili Diko, merci et on vous suivra, vous et Abdourahmane Dia, durant toute cette semaine depuis New York. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VO Afrique. N'allez nulle part ailleurs, l'information vous revient dans un instant. Every year, world leaders gather in New York for the annual United Nations General Assembly. Count on VOA to be there, delivering news you can trust on radio, TV and the web. Des discours présidentiels aux entretiens en tête-à-tête avec des responsables gouvernementaux de haut niveau, nous vous tiendrons informés des développements importants touchant le continent. Líderes africanos vão abordar tópicos como alterações climáticas, o estado da economia, saúde, iniciativas juvenis e muito mais. Usikose kufuatilia habari na vipindi maalum katika lugha 16 tofauti kuhusu kongamano la viongozi moja kwa moja kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York na Washington DC. Tutakuarifu kila tukio. A free
press is essential. VOA Africa. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Nous émettons en direct de Washington, D.C. The Woman King, le film mettant en vedette la célèbre actrice Viola Davis, est en train de conquérir le cœur de nombreux fans du 7e art sur le continent africain et ailleurs, malgré les critiques suscitées par la distribution des rôles et les lieux de tournage. The Woman King était projeté en avant-première le samedi 17 septembre dans une salle de cinéma de Cotonou, la capitale économique du Bénin, le même jour que sa sortie en salle ici même aux États-Unis. Suivons ce récit de Gabi Dorsil. C'est en effet dans la capitale économique béninoise que le film The Woman King, avec l'actrice oscarisée Viola Davis et la réalisatrice Gina Prince-Bythewood, est projeté en avant-première. L'accueil est à la mesure des attentes des organisateurs. Comme on le sait, les Amazones sont le seul peuple de guerrières femmes, donc du coup de toute l'Afrique et tout. Donc franchement, de base, c'est une fierté pour tous les Béninois. Donc d'avoir déjà un film qui a été tourné spécialement à l'effigie des Amazones. Et pas n'importe quel film, c'est un film hollywoodien, donc un film qui vient du plus grand pays de production de films, donc j'ai nommé les États-Unis. Donc franchement, c'est vraiment une grande fierté pour moi. Et c'est vraiment une fierté de le voir avant la majorité des Béninois. Donc franchement, je suis tout excité, je bouillonne là. Mais de voir et d'entendre le Dahomey, de voir un peu comment ça nous rapporte à nos racines, à notre histoire. Vous voyez, depuis avec la statue de l'Amazone, avec Bioguera à l'aéroport, tout nous ramène à nos racines. Donc franchement, c'est dans la même dynamique et le sentiment de fierté nationale, le sentiment de patriotisme surtout. Le président Patrice Talon a fait ériger à Cotonou une statue de 30 mètres de haut à la gloire des Amazones. C'était le 30 juillet dernier, veille de la fête de l'indépendance. Désormais, dans le ciel béninois, comme sur les écrans d'Hollywood, les Amazones sont érigées en modèle. À partir de maintenant, ça devrait nous emmener nous-mêmes à produire quelque chose comme ça. On l'a vu la dernière fois avec un film purement tourné au Bénin. Peut-être qu'on va rêver qu'on ait un film Amazon qui sorte de notre industrie et ce sera là vraiment la victoire de l'identité culturelle. The Woman King n'a pas que des admirateurs. Appel au boycott par certains critiques aux États-Unis, accusation d'appropriation culturelle au Bénin, la controverse va de pair avec l'acclamation. D'aucuns affirment que les Amazones défendaient un royaume qui a activement participé à la traite des esclaves. D'autres soulignent que ce long métrage a été tourné plutôt en Afrique du Sud et quasiment aucun des acteurs n'est béninois. Peu importe, les applaudissements ont résonné, notamment lors des scènes les plus héroïques jouées par Viola Davis. Pour plus d'un, c'est une inspiration. Je retiens que les femmes en général, on est très combatives, on se laisse juste parfois discriminer, intimider, on a peur de prendre la parole, or qu'en réalité on peut faire de grandes choses. Des combattantes béninoises ont également inspiré le blockbuster de 2018 Black Panther et la suite est prévue en salle le 11 novembre prochain, malgré quelques mois de retard sur la date initiale. Il y a plus d'un siècle, ces vaillantes guerrières ont protégé le royaume du Dahomey et combattu les troupes coloniales françaises. Aujourd'hui, avec la part que leur fait le cinéma hollywoodien, elles deviennent un modèle en Afrique et bien au-delà. Un film que vous pourrez donc regarder lorsqu'il sera à côté de chez vous. Parlons d'une start-up basée à Londres qui permet d'entrer dans le métaverse avec votre vrai visage au lieu des avatars type dessin animé et des jeux vidéo d'aujourd'hui. Les détails avec Ginny Niwa. Nous y sommes. Une version jumelle de vous dans le monde virtuel est une ressemblance assez troublante. La start-up Limerithmic a développé un logiciel basé sur l'intelligence artificielle qui peut créer un modèle numérique réaliste de style hollywoodien
du visage d'une personne en quelques minutes à l'aide d'une technologie simplifiée. Ce que nous avons ici est une configuration où nous avons un arrangement semi-circulaire de 8 tablettes et 7 iPhones. Et dans ce cas, les iPhones enregistrent l'apparence du visage lorsque les tablettes s'illuminent avec nos conditions d'éclairage spécialement conçues. Et avec cela, nous obtenons toute la forme et l'apparence 3D que nous pouvons ensuite utiliser pour créer un rendu réaliste d'un visage humain. À long terme, l'objectif est de s'éloigner des représentations classiques des avatars sous forme de dessins animés 2D non réalistes et bon marché et d'atteindre les représentations 3D de l'ensemble du corps humain. Les avatars complets et réalistes pourront participer à des entretiens d'embauche ou assister à des conférences. À terme, ils espèrent que leur configuration pourra être reproduite dans les centres commerciaux où des clients pourront créer leurs jumeaux numériques à intégrer dans le métaverse. Donc, l'une des utilisations envisagées est que ces configurations seraient installées dans toutes sortes de centres commerciaux et les gens entreraient simplement et seraient scannés là-bas pour créer essentiellement leur propre avatar pour un métaverse, ou une entreprise qui vend un produit pourrait alors essentiellement présenter une personnalisation d'un produit pour eux dans le magasin, puis suggérer « Oh, cela vous va bien » ou « Cela vous va mieux ». Lumyrhythmic se prépare à piloter la technologie avec des entreprises de jeux, de beauté et de technologies publicitaires et lancera un nouveau tour de table cet automne dans le but de déployer la technologie plus largement. Et c'était bien la voix de Lionel Gaïma. Avant de refermer ce journal, faisons une incursion dans ce nouveau musée de New York où les chefs-d'œuvre de l'artiste symboliste autrichien Gustav Klimt prennent vie. Dans ce musée, le visiteur est en présence d'une fusion de technologies, d'art et de musique. L'exposition Gustav Klimt, l'or en mouvement, qui a ouvert ses portes mercredi, nous plonge dans des images de 10 mètres de haut de ses œuvres dans le bâtiment historique qui abritait jadis une banque. Le plus grand centre d'art numérique de la Grosse Pomme est détenu et exploité conjointement par Culture Presse, Culture Espace, autant pour moi, gestionnaire de musées français, et IMG, une société internationale de gestion d'événements, de sport et de talent. L'œuvre la plus célèbre de Klimt, Le Baiser, peinte en 1907-1908 au sommet de sa période dorée, semble s'écouler des murs de marbre du nouveau musée sur le sol. Il est très important d'ouvrir l'art et la culture à un large public. Peut-être que ce genre d'approche permet de découvrir quelque chose de nouveau, estime le créateur de cette exposition que vous pouvez toujours visiter. Donc, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Je vous retrouverai avec plaisir demain, même heure, même lieu. Belle soirée à tous. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole.
pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.